Bienvenue encore une fois dans votre émission La chaise rouge. C'est toujours un plaisir de donner l'opportunité à nos jeunes dans les établissements du secondaire 1, c'est-à-dire les collèges et les lycées, et en passant par les étudiants et les acteurs impliqués dans la mise en œuvre des clubs santé. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir une jeune collégienne très éveillée, dynamique au sein du club santé de son établissement. Je veux nommer le collège NDA de Lomé. Elle s'appelle Blessing. Elle aura l'occasion de se présenter elle-même. Je suis très content. C'est vraiment une des crèmes vraiment dynamiques de son club. Et je suis très content de savoir que déjà au niveau du secondaire 1, les élèves s'activent, prennent conscience qu'ils doivent jouer leur rôle, leur partition dans la promotion de la santé dès le bas âge. Merci Blessing. J'étais très content lorsque nous avons reçu votre candidature de participer à cette émission. Je vous donne la parole. Présentez-vous à nos téléspectateurs et à nos téléspectatrices. Dites-nous ce que vous faites et puis voilà, je me prête à à vos questions pour vous donner des éléments qui pourront bien entendu non seulement vous aider, mais aussi vos collègues qui nous suivent actuellement. Vous avez la parole. Merci, docteur, pour cet accueil. Bon, je débute comme ça. Voici, c'est ouvert. Allez-y. Chers téléspectateurs, docteur Kodom, je vous salue. Merci. Je réponds au nom de Anan Blessing, élève en classe de 3e au collège NDR. Je suis la coordonnatrice adjointe de l'ASSIS du collège NDR. Je remercie également le docteur de m'avoir invité sur ce plateau pour pouvoir lui poser des questions dont les réponses me permettront d'approfondir mes connaissances sur le plan sanitaire. Merci. S'il vous plaît, docteur, Oui. comment gérer le stress? Alors, très bonne question. Comment gérer le stress? Là, c'est une question, comme on l'appelle dans notre jargon, question bateau. Le stress, c'est justement tout facteur pouvant donc influencer notre état mental. Notre état mental qui peut causer donc l'angoisse, la dépression. Donc, le stress, c'est vraiment cette expression qui caractérise tout facteur pouvant donc agir sur notre état émotionnel. Voilà, donc le stress, il peut être dû à des causes ou des origines familiales. Ça peut être au sein de la cellule familiale qui a le stress. Ça peut être au niveau de l'école. À l'école, vous avez peut-être un professeur ou bien vous subissez du harcèlement ou bien vous ne comprenez pas certaines matières, vous êtes stressé. Ça peut être sur le lieu de travail, au boulot, il y a des incompréhensions avec vos supérieurs, vous pouvez être donc victime ou bien subir le stress. Et donc, vous comprenez à distance que le stress, pour le gérer, il faut donc faire l'effort d'appréhender l'origine, la cause. Qu'est-ce qui cause cette émotion hein, qui vous dérange, qui vous perturbe, qui vous empêche d'avoir un équilibre psychologique favorable à apprendre, à travailler et à vivre dans votre communauté. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Donc, pour moi, les causes sont tellement grandioses. Ça peut être d'origine familiale, ça peut être à l'école, ça peut être professionnel, ça peut être d'ordre social. Là où vous logez, si ça ne vous va pas, le quartier dans lequel vous êtes, si c'est un quartier insalubre, ça peut vous stresser. Et il y a d'autres raisons que je ne vais pas énumérer ici aussi. Les tensions sociopolitiques aussi créent le stress. Les personnes qui sont obligées de quitter les zones de tension, les réfugiés internes, et quittent une zone d'insécurité pour aller ailleurs, ils laissent tout derrière eux. C'est des causes de stress. Donc, voilà un peu ce que je peux vous expliquer ici en vous réaffirmant, bien entendu, que nous devons tout faire pour réduire le stress. C'est pour ça que nous avons instauré dans l'axe 7 la santé mentale. La santé mentale pour que nous puissions justement au niveau des établissements aborder donc cette question qui concourt donc au bien-être mental des élèves au sein de leurs établissements scolaires. Merci, docteur. Justement, en parlant des As, j'aimerais savoir pourquoi les clubs santé dans nos établissements. Justement, je parlais tantôt, vous savez déjà un peu, mais je vais saisir cette opportunité pour expliquer davantage. C'est que
Pour nous, au niveau de M Afrique, qui est la structure, l'ONG qui a eu l'autorisation, qui a introduit cette dynamique au niveau donc du ministère de l'Éducation nationale de mettre en place des clubs dans lesquels les élèves seront plus responsabilisés. Vous allez voir dans votre établissement, c'est vous qui avez mis en place ce club-là avec vos enseignants encadreurs. Oui. Nous, premiers responsables de M Afrique, nous n'étions pas là. Ils vous ont expliqué, voilà, la composition du bureau. Vous êtes environ 1100 élèves, je pense, dans votre collège, j'ai plus ou moins le chiffre, mais on dit, voilà, écoutez, après avoir fait le tour dans les classes, quels sont ceux qui veulent être candidats pour intégrer les clubs santé à travers, dans un premier temps, le bureau. Donc, comme c'est un nouveau club, il fallait constituer le bureau qui va continuer la sensibilisation. Et la sensibilisation tournait autour donc de la vision des clubs santé, la mission des clubs santé qui promet bien entendu la culture de l'excellence et l'émulation en milieu scolaire, le volontariat, également le but justement de ces clubs. Pourquoi on veut les créer et sans oublier les valeurs. Quelles sont les valeurs qui soutiennent donc ces clubs santé? La citoyenneté, le leadership, promouvoir la responsabilité des jeunes, je l'ai dit tantôt, et surtout promouvoir la culture de la santé dès le bas âge, avoir les bonnes notions sur la santé, que ce soit la santé sexuelle, la santé mentale, la santé environnementale, la santé étant transversale, nous voulons que les jeunes tout de suite aient une notion sur ces éléments. Vous êtes en troisième, en seconde, littéraire, vous pouvez toujours intégrer, faire toujours partie des clubs santé. Les clubs santé ne sont pas uniquement l'apanage des séries scientifiques, non. Les clubs santé, c'est un creuset d'une série d'activités qui vont promouvoir le leadership auprès des jeunes, les amener à être beaucoup plus responsables pour que justement demain, nous espérons que ces jeunes qui ont commencé par militer au niveau des clubs santé vont porter haut les couleurs du développement donc, de ce pays. Bien entendu, je profite de cette occasion pour saluer tous les membres des comités, des bureaux des clubs santé, d'Aného, en passant par Lomé jusqu'à Saint-Cancé, dans les 39 préfectures, nous avons dénombré près de 3000 clubs déjà installés. Donc, vous voyez que c'est une dynamique nationale et remercier également les premières autorités en charge de l'éducation nationale qui nous facilitent, qui nous permettent de déployer, de travailler au sein donc, de ces établissements à travers l'implication donc, des enseignants encadreurs aussi qui donnent de leur temps pour améliorer, pour redynamiser la vie parascolaire. Merci, docteur. Bon, avec votre accord, puis-je enchaîner avec la question numéro 3? Bien, avec plaisir. Bon, j'aimerais savoir sur le plan social, qu'est-ce que M Afrique a réalisé au Togo? Wow, beaucoup de choses. Alors, cette question, je pense que même si on doit l'écrire, on doit répondre par écrit, ça fait au moins 300 pages. Alors, je vais segmenter, schématiser à travers la structuration de M Afrique. M Afrique, ce qu'il faut retenir fondamentalement, c'est que c'est une ONG qui est dans 15 pays, qui a été créée en 2005. Donc, ça fait 21 ans que M Afrique existe. Et M Afrique a 3 volets. Le premier volet traite des questions de santé en termes de, voilà, les soins qu'on donne, les formations qu'on donne aux acteurs de la santé. Donc, ça touche beaucoup plus le corps médical. À côté, le deuxième volet, c'est l'éducation. Et dans l'éducation, nous avons aussi des projets, des axes. Nous en avons 5. Nous faisons des constructions de bâtiments scolaires. Cette année, par exemple, 2025-2026, c'est 5 bâtiments scolaires que nous avons offerts à l'État, c'est-à-dire mis à la disposition donc de l'État pour que les élèves dans les zones reculées puissent faire une bonne rentrée, assortie donc du matériel didactique. Et c'est dans cet axe que nous avons les clubs santé. Nous avons également des projets de parrainage. Nous avons aussi un projet de cantine scolaire. Plus de 5000 élèves ont un repas chaud chaque jour. Et ça depuis bientôt 10 ans. Et sans oublier l'Institut de formation en communication de santé et des sciences sociales
que nous sommes en train de lancer. C'est tout un processus pour prendre en compte la formation professionnelle et la formation universitaire, donc avant bac et après bac. Donc, nous sommes sur ce processus et c'est le deuxième volet. Le troisième, c'est la communication. Et à ce niveau, la communication et bien entendu la mobilisation de ressources. Tout ce que nous faisons, toutes ces opérations chirurgicales que nous réalisons, en moyenne, c'est entre 1500 et 2000 personnes qui sont opérées gratuitement dans les villages. Donc, ça fait beaucoup. Ça fait près de 35 000 personnes qui ont été opérées, qui ont bénéficié de ces interventions. Ça fait quand même une grande initiative qui mobilise des ressources. Et c'est le troisième volet. Comment mobiliser les ressources pour pouvoir faire les interventions? C'est un axe sur lequel nous travaillons beaucoup, sans oublier la communication dont je parlais. Nous avons aujourd'hui une chaîne de télévision. C'est pour communiquer, c'est pour sensibiliser, pour un véritable changement de comportement. À travers la télé aujourd'hui, cette émission sera diffusée partout au Togo. Nous sommes sur le bouquet Canal+. Nous sommes sur satellite, donc c'est suivi partout dans le monde. Sans oublier que nous avons une application. Donc sur le portable, vous pouvez suivre les émissions en direct, comme si vous avez votre écran de télévision. Donc voilà ces outils que nous avons mis en place et ça fait quand même beaucoup. Sans oublier les formations que nous faisons aux médecins traditionnels, aux acteurs de la santé sur tout le territoire, au Togo et dans d'autres pays, parce que, je le disais, M-Afrique est dans 10 pays. Or, sur le continent, donc, en dehors du Togo, nous avons 9 pays. Je vais citer le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Cameroun, le Kenya, le Maroc. Donc, tous ces pays aussi, il y a des acteurs qui ont dit, nous épousons la vision, ce que vous prônez, nous allons aussi l'implémenter dans nos pays et c'est beaucoup d'activités. Je me réjouis de l'opportunité que vous me donnez donc d'aborder ce sujet d'activités réalisées au niveau de M-Afrique au sens large. Merci, docteur. Justement, en parlant de l'État, est-ce qu'il contribue financièrement dans vos projets? Alors, c'est une très bonne question. L'État aide beaucoup M-Afrique. L'État nous aide dans quel sens? Vous voyez, par exemple, je disais tantôt que nous saluons l'appui du ministère de l'Éducation, les autorisations, toutes les activités que nous réalisons. Imaginez-vous, dans votre établissement, les encadreurs qui sont là, c'est pas M-Afrique qui les paie. Ils sont payés par l'État. Mais nous les sollicitons pour donner un peu plus de leur temps. Donc, c'est une aide, une contribution que l'État donne. Si l'État ne nous permet pas de travailler avec les ressources humaines qu'il gère, on ne pourra pas mener les activités. Donc, aujourd'hui, votre question, elle est très bien posée. C'est ici l'occasion de remercier très sincèrement les premières autorités de notre pays qui, à travers leur appui, à travers leur accompagnement, nous aident à implémenter donc nos activités. Idem pour les opérations chirurgicales. Lorsque nous allons dans les hôpitaux, c'est vrai, nous allons dans les villages pour faire les consultations, mais nous nous appuyons quelquefois, sinon très souvent, sur les structures locales. Dans les hôpitaux où nous opérons, c'est l'État qui construit ces hôpitaux. Nous obtenons l'agrément pour aller travailler là-bas. Même si les médicaments sont achetés par M-Afrique, mais c'est que les structures qui nous accueillent sont des structures de l'État et nous saluons ici cette collaboration et cet appui qui nous aide énormément pour pouvoir mener les activités. Et vraiment, merci pour la question parce que c'est important de le dire quelquefois, ce n'est pas donner le matériel, l'argent cash qui traduit le vrai sens du soutien, mais tous ces éléments, tous ces apports connexes qui soutiennent, qui permettent de réaliser ces activités nous montrent à suffisance que nous avons un soutien de taille et si ce soutien nous fait défaut, aujourd'hui, nous ne pourrons pas mener nos activités. Merci aux premières autorités, merci à tous ces encadreurs, aux chefs d'inspection, aux directeurs régionaux, au cabinet du ministre justement qui facilite, qui fait vraiment diligence pour que toutes les autorisations soient accordées pour la mise en œuvre donc, de nos projets sur le terrain. Parce que ce sont des grandes activités et elles ne peuvent pas être réalisées, menées si nous n'avons pas le soutien de nos premières autorités.
D'accord, docteur. Bon, sur le plan alimentaire, Oui. est-ce que la consommation des produits chimiques peut-elle conduire à la stérilité? Oui, c'est possible. Parce que les produits chimiques, vous savez, c'est des produits toxiques, c'est des produits dont les principes actifs peuvent avoir des conséquences négatives sur l'organisme. Et donc, lorsque, par exemple, le produit inhalé ou bien consommé ou bien induit a un tropisme orienté vers la stérilité, ça peut créer des problèmes. Donc, il faut éviter, il faut faire attention aux produits chimiques que nous consommons, faire attention sur les éléments qui composent ces éléments, ces produits chimiques-là. Ça peut effectivement causer des conséquences, d'autant plus que les éléments, les produits chimiques sont renseignés ou bien sont cités dans les maladies, dans les causes des maladies cancéreuses. Il faut déduire que, effectivement, certains produits chimiques aussi peuvent toucher les organes génitaux féminins, pouvant conduire justement à la stérilité. Bon, merci, docteur. Je vous en prie. Bon, ma prochaine question, Mhm, est-ce vrai qu'en consommant, en buvant de l'eau chaude, on mhm. peut réduire le volume de nos os? On dit souvent de boire l'eau chaude, d'éviter de l'eau fraîche parce que ça peut dégonfler le Eh, ventre. C'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux parce que ce qu'il faut comprendre de ce mécanisme, c'est que généralement, lorsque nous mangeons, on mange malheureusement très gras, donc il y a de la graisse, on mange des huiles et lorsque vous mangez et vous prenez une eau fraîche pour verser là-dessus, l'huile a tendance à se prendre en amas. Donc la digestion est difficile. Donc, c'est de ça, c'est partant de ça que les gens disent, ben, vaut mieux boire de l'eau chaude pour essayer d'éliminer les graisses. Mais ceci dit, il y a d'autres facteurs qui permettent justement de réduire le volume du ventre lorsque on a de la graisse abdominale qui est très, très, très dangereuse pour la santé. Lorsque vous avez les graisses abdominales ou bien une obésité beaucoup plus dite abdominale, c'est que vous devez faire beaucoup d'efforts, sinon vous aurez des maladies cardiovasculaires. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire en disant que ben voilà, c'est pas mauvais de boire de l'eau chaude, c'est bien, mais nous devons faire des efforts pour que justement nos ventres ne soient pas ballonnés. Il y a d'autres mécanismes que peut-être j'énumérerai dans une autre émission, mais il faut le dire avec beaucoup de subtilité. C'est pas mauvais de boire de l'eau chaude, mais l'eau chaude seule ne réduit pas le ventre. C'est pas un médicament, c'est pas une prescription qui marche à coup sûr, mais ce n'est pas interdit. Vous pouvez consommer de l'eau chaude. je constate que ces derniers temps, la Mhm. varicelle fait beaucoup de rage. C'est vrai. Et bon, j'aimerais savoir si c'est une maladie virale qui doit forcément nous atteindre Mhm. durant notre vie. Effectivement, c'est une maladie virale qui est humaine d'ailleurs et qui peut attraper, hein. Généralement, on l'attrape une fois au cours de sa vie, mais il a été démontré et c'est avéré qu'on peut faire aussi une deuxième fois la varicelle, mais c'est sur des terrains particuliers. C'est sur des terrains immunodéprimés. Un terrain immunodéprimé est un terrain qui a un déficit immunitaire. Donc, lorsque votre immunité est basse, le virus peut ressurgir encore une nouvelle fois. Sinon, lorsque vous êtes immunocompétent, lorsque vous n'avez pas peut-être, par exemple, le diabète, le VIH, le cancer, et vous avez une bonne immunité, on le fait une seule fois et c'est tout bon. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à la varicelle. Et donc, elle n'est pas mortelle. C'est vrai que ça fatigue énormément et elle est très contagieuse. Mais ça passe après quelques semaines. Et donc, c'est d'appliquer les mesures hygiéniques, éviter s'isoler pour que la phase de virulence soit atténuée pour pouvoir donc continuer les activités. D'accord, merci, docteur. Vous l'avez déjà fait? Non. Pas encore, vous n'avez pas encore eu la varicelle? Puis j'ai eu la Ah oui, c'est varicelle. ce que je disais, que est-ce que vous avez déjà eu la varicelle? Oui, j'ai eu Et la donc, vous varicelle. êtes bien parti pour ne plus faire la varicelle encore.
D'accord. Voilà. Mais ces derniers temps, Mhm, j'ai entendu parler que le paludisme est mhm, très dangereux plus que mhm, le sida, mhm, qui pourrait être même mortel. mhm. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai que le paludisme reste la première cause de mortalité en Afrique au sud du Sahara. Et ça touche en moyenne 400 000 personnes par an. C'est énorme. Et pour les enfants de moins de 5 ans, le paludisme reste la première cause donc de mortalité chez ces derniers. Sans oublier les personnes qu'on qualifie de sujets jeunes, c'est-à-dire tous ceux qui voyagent, qui quittent l'Afrique pour l'Europe, qui vivent 5 ans, qui reviennent, le paludisme peut les tuer parce que justement, nous sommes dans une zone endémique et le paludisme reste quand même l'une des causes, la première cause de consultation à l'hôpital. Donc le VIH, certes, est dangereux, mais le paludisme, malheureusement, jusqu'à présent, reste une maladie infectieuse très dangereuse, induite par la piqûre donc de moustiques, j'allais dire. Et pour moi, nous devons tout faire pour lutter contre le paludisme à travers la lutte anti-larvaire. Il faut le dire, c'est des perspectives. La lutte anti-larvaire, comment éliminer les gîtes de prolifération larvaire, hein, ne pas traiter les marécages ou traiter les égouts où on voit les eaux usagées de couleur verdâtre, noirâtre qui stagnent. Et lorsqu'on va un peu de près, on voit que les moustiques prolifèrent, les gîtes, on a les larves qui éclosent, qui laissent voler les moustiques et qui causent donc des maladies pour moi. On peut donc travailler sur l'assainissement de notre milieu urbain, le milieu dans lequel nous vivons, pour réduire de façon significative donc le paludisme dans nos vies. D'accord, merci, docteur. Mais parlant du VIH, Mhm, existe-t-il un antidote pour le traiter? mhm. Alors, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, un antidote, c'est-à-dire un médicament pouvant être pris rapidement pour éviter d'être contaminé, c'est ça? C'est ça l'antidote au fait, c'est-à-dire quelque Hmm. chose qui peut bloquer. Effectivement, je profite donc de cette occasion, de cette émission pour dire que il y a un médicament aujourd'hui. Il y a un médicament aujourd'hui qui est disponible dans les centres agréés qui s'appelle le PrEP. Donc, lorsque vous avez un rapport sexuel non protégé à risque, vous pouvez prendre donc rapidement ce médicament dans les 24 heures qui suivent pour réduire, donc pour bloquer la contamination par voie sexuelle. Ceci dit, ce n'est pas un appel à faire des rapports non protégés et courir aller prendre le médicament. Non, ce n'est pas ça le message, mais c'est de donner une information vraie pour que, en cas de risque avéré, ne pas prendre le risque, c'est la meilleure option. Mais aujourd'hui, sur le plan scientifique et en termes d'intrants, c'est-à-dire en termes de produits, livrable, on peut trouver donc un médicament pouvant donc bloquer la transmission du VIH. Également, il y a le traitement aujourd'hui du VIH qui est là, mais comme c'est une maladie à vie, c'est un traitement à vie, et il n'y a pas encore de vaccin pour prévenir, il n'y a pas un traitement curatif, il n'y a pas un traitement curatif, c'est-à-dire lorsque vous avez le VIH, vous n'allez pas prendre le médicament sur 20 jours ou bien 10 jours pour dire que vous êtes guéri totalement. Non, vous devez le prendre continuellement et ça jusqu'à la fin de vos jours pour que vous ne tombiez pas à la phase de sida qui est donc le syndrome de déficience immunitaire. Donc voilà, c'est pour dire simplement que le sida est une maladie qui reste grave, mais les avancées scientifiques en termes de découverte évoluent et aujourd'hui, il y a quand même un médicament qui est là et qu'on peut donc faire bon usage lorsqu'il y a un risque pour éviter d'être contaminé par le VIH. D'accord, merci, docteur. Et si je comprends bien, le VIH est différent du sida ou c'est la C'est même une très chose? bonne question. Le VIH est, est un virus. VIH, c'est virus d'immunodéficience. Enfin, c'est le virus qu'on contracte, mais le sida, c'est lorsque la maladie s'installe.
Voilà. D'accord. Donc, vous pouvez avoir le virus, vous pouvez avoir le virus du VIH dans votre organisme et ne pas faire la maladie SIDA, mais vous pouvez contaminer les gens. Lorsque le virus va s'attaquer à vos cellules immunitaires, lorsque le virus va fatiguer votre système immunitaire, à un moment donné, vous allez voir que votre immunité étant faible, d'autres maladies vont s'inviter. Les germes qui étaient au départ non pathologiques dans votre organisme prennent le dessus parce que votre immunité étant faible, là, vous tombez dans la phase maladie. Donc, c'est la phase maladie qui s'appelle SIDA, causée par le VIH. D'accord. Voilà. Bon, docteur, est-ce que c'est vrai que c'est un gorille qui a transmis le VIH à une femme qui l'a ensuite propagé dans le monde? C'est une très bonne question. C'est ce que l'histoire du VIH raconte dans certains documents, mais je pense que la documentation n'est pas aussi factuelle, précise dans ce sens. Ce qu'il faut retenir de façon scientifique, c'est que ce virus a été, ce virus similaire a été retrouvé chez les gorilles, chez les chimpanzés et gorilles, donc en Afrique centrale, bien avant que cela ne soit découvert chez les êtres humains. Vous comprenez? Donc, ce virus a été découvert chez les gorilles. Est-ce que ce sont les gorilles qui l'ont envoyé chez les hommes? Aujourd'hui, personne ne peut faire assurer la traçabilité que voilà la chaîne de transmission. C'était le gorille qui était identifié. Il y a eu tel contact. Après, l'homme est rentré en jeu. Donc, personne ne peut le témoigner. Est-ce que c'est pas morsure d'un gorille à un être humain? On ne sait pas. Est-ce que c'est pas rapport sexuel ou bien contact des sécrétions? On ne sait pas. Donc, affirmer aujourd'hui serait fallacieux, serait un mensonge. Mais ce virus a été découvert chez ces animaux et qui sont quasi similaires chez les hommes. Qui a contaminé les hommes? On ne sait pas encore. Ah, d'accord, docteur. Bon, j'aimerais savoir si vous avez déjà prévu des campagnes de sensibilisation dans les zones rurales. Oui, nous avons chaque année des campagnes de sensibilisation et de consultation. Et nous avons d'ailleurs arrêté la programmation de l'année 2026 que nous allons soumettre au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour avoir les autorisations requises pour mener les activités. Ah, d'accord, docteur. Donc, toutes nos activités sont assujetties à une autorisation préalable de notre ministère de tutelle. Merci, docteur. Je vous en prie. Et à part les pays francophones, agissez-vous aussi dans les pays anglophones? Nous avons, c'est vrai, lors du congrès de 2025, décidé d'ouvrir M-Afrique dans les pays anglophones. Donc, nous avons ciblé 4 pays. Nous avons ciblé le Ghana, le Nigeria, le Libéria et la Sierra Leone pour déployer donc nos activités. Ceci dit, il y a déjà le Kenya qui était déjà le seul pays anglophone dans lequel nous menons nos activités et ça depuis 2016. D'accord, merci, docteur. Bon, pour ma dernière question, j'aimerais savoir ce qui vous a motivé à devenir médecin ou c'est une décision? Non, je vais vous répondre. Qu'est-ce qui m'a motivé? Deux choses. D'abord, c'est la vocation. Lorsque je sentais l'appel, je sentais que j'avais des aptitudes parce que pour être médecin, il faut s'écouter, il faut demander à Dieu si vous êtes appelé à être, à aider les gens, à écouter les souffrances des gens, à être là pour les autres. Ça, c'est des aptitudes et c'est vous qui devez le découvrir. Deuxièmement, c'est que j'avais quand même le choix de faire la médecine et une autre formation, mais j'ai décidé de faire la médecine parce que j'aime les études longues. J'aime les études longues. Oui, j'aime les études longues. D'ailleurs, après le bac, j'ai fait 17 ans de formation encore. Donc, ça, vous voyez que ça fait beaucoup. Il faut aimer et je le dis souvent, quoi. Moi, j'aime les études longues. Si j'aimais les études réduites, de courte durée, j'allais faire peut-être autre chose, mais j'ai dit non. Moi, j'aime 7 ans, c'est pas beaucoup. Et après le doctorat, ma spécialité, c'est 5 ans après le doctorat encore. Donc, vous voyez que il faut aimer, quoi, étudier et Dieu faisant grâce, nous avons pu quand même
réaliser ces défis en termes de formation et nous sommes très contents de ce que nous avons pu faire. Voilà. D'accord, docteur. Après, j'ai suivi une émission avec Mhm, l'autre fille là qui était passée mhm, et avant. mhm, Et vous l'avez dit que vous avez plus de 50 ans. mhm. Mais en vous voyant, vous êtes très jeune. C'est vrai. Bon, comment on doit faire pour rester comme ça? C'est vrai que j'ai l'aspect jeune, c'est ça, n'est-ce pas? On dirait que Oui. j'ai 30 ans. Effectivement, j'ai plus de 50 ans. J'ai 50 ans cette année et je le disais que nous amorçons la courbe descendante. Mais dans mes explications, dans mes émissions antérieures, je parle toujours de la positivité. C'est-à-dire, tous les obstacles, transformer ça en opportunité de progrès. Là où vous êtes, décidé que bon, je voulais être une cardiologue, une gynéco, dès aujourd'hui, vous pouvez être cardiologue, médecin ou ophtalmo. Mais tout ce qui va concourir, tout ce qui va vous empêcher, non, pour vous, vous avez cet objectif. Que rien ne vienne vous saper votre morale. La santé mentale doit être au top. Donc voilà un peu mon état d'esprit. Moi, lorsque je suis là, je dis j'aime les jeunes, c'est que ben, un vieux ne peut pas dire qu'il aime les jeunes. Moi, je me sens jeune dans la tête. Quelqu'un qui se sent très vieux dans la tête n'est pas donc. Pour moi, c'est de travailler à ce que mon mental soit toujours dynamique, soit toujours à l'écoute de la jeunesse, parce que c'est en étant présent en esprit et en présentiel que nous pouvons donc mieux appréhender leurs problèmes et essayer de les apporter des éléments de réponse. Voilà peut-être ce qui sous-entend notre capacité à rester toujours jeune. Comme conseil, vous, à votre âge, j'ai 3 conseils rapidement à vous donner. Restez positif, priez beaucoup pour que Dieu vous révèle ce que vous devez faire. Et troisièmement, une fois qu'il vous révèle, travaillez et vous verrez, vous serez une lumière pour ce Togo. Vous allez rayonner, faire de grandes choses parce que vous êtes déjà sur le bon chemin en intégrant les clubs santé. C'est le bon bout que vous avez tenu. La pratique va vous aider et avec les cours que vous allez apprendre, la prière que vous allez faire, Dieu vous bénira pour faire de grandes actions et rester toujours jeune. D'accord, merci, docteur. Bon, après votre réponse, je suis satisfait. J'ai plus d'autres questions. Merci. Merci, merci. C'était un plaisir. Merci donc de ce moment d'échange. Je tiens ici à remercier tout le bureau du collège NDA, les encadreurs également pour les différentes activités menées, les activités inter-établissements, les activités interclasses avec Génie, Imhotep. Félicitations à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs, qui nous avez suivis. Restez connectés. N'oubliez pas surtout de scanner le code QR de l'émission, postulez. Peut-être que vous serez parmi les prochains invités à cette émission. Merci et à la semaine prochaine.